Sénégal, les autorités ont pu se rendre en Côte d'Ivoire pour voir un peu ce qui se fait. Donc nous sommes très satisfaits de sa présentation. Moi je vais vous présenter un peu la politique d'alimentation scolaire au Sénégal et transition vers un programme durable. L'alimentation comme priorité, le programme d'alimentation en termes de réalisation, financement et les faiblesses. Et nous allons surtout parler des défis, parce que c'est un programme qui a énormément de défis. L'alimentation scolaire comme priorité. Comme vous le savez, la date 2004 a été une date charnière, parce que avant 2004, en fait, l'alimentation scolaire n'entrait pas dans les politiques éducatives au Sénégal. C'était un peu des œuvres sociales. Il y avait des appuis qu'on donnait à des écoles, pas toutes les écoles, même si par ailleurs le Sénégal a eu une longue expérience en matière de cantine, mais ce n'était pas pris en compte dans les politiques éducatives. Et c'est en 2004, avec l'évaluation des plans EPT en 2003, où on a constaté que malgré les efforts consacrés à l'éducation au niveau peut-être mondial, on n'a pas eu les résultats qu'il fallait. Et il a été identifié comme facteur important et qui était négligé, la dimension alimentation scolaire. Et c'est à partir de ce moment qu'on a demandé aux autres pays de prendre en compte cette dimension qui est importante. Et c'est cette directive qui a fait que dans la deuxième phase du PDF, le PDF c'était le plan décennal de l'éducation et de la formation, mais dans sa première phase, il n'y avait pas de cantine. Il n'y avait pas de cantine. Mais dans la deuxième phase, en faveur de cette réunion des ministres de l'éducation du CILS, qu'on a intégré dans sa deuxième phase la dimension alimentation scolaire. Et ça, c'est une volonté politique, parce qu'il y avait une ligne budgétaire depuis 2002, mais c'était destiné à des œuvres. Mais c'est en 2008 que véritablement, avec le groupe de haut niveau, que l'alimentation a été prise. Et le rôle qu'a joué 2008, parce qu'en 2008, il y avait une crise. Cette crise, la crise alimentaire, a fait que nos acquis en matière d'éducation étaient menacés. Il fallait véritablement intervenir, et ce qui a fait que généralement, le PAM, le Programme alimentaire mondial, comme l'État, a eu à renforcer les financements des cantines. L'État était à 500 et quelques mille. En 2008, on est passé à 1,2 milliard. Le PAM a doublé son intervention de 300 bénéficiaires à 600, de 300 000 bénéficiaires à 600 000 bénéficiaires. Donc, ça a été une date repère donc, dans le développement des cantines au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, cette même volonté est réaffirmée dans tous les documents de politique stratégique. Dans le PSE, dans l'axe de capital social, les cantines sont bien prises en compte à travers l'éducation. Dans la stratégie nationale de protection sociale également, la cantine est considérée aujourd'hui comme un filet de sécurité. Et dans le paquet, comme un instrument qui va servir à un peu jouer sur le principe d'équité. Parce qu'il y a des élèves qui ne vont pas à l'école. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une école, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour aller, mais tout simplement parce qu'ils doivent faire beaucoup de kilomètres pour venir à l'école et repartir. La cantine constitue un élément qui fait respecter le principe de l'équité, donc l'accès équitable à l'école. Pour le programme maintenant, les réalisations, comme vous le savez, il fallait donc construire un nouveau programme. Ça passe par l'élaboration de documents de politique. Nous avons élaboré un document de politique qui existe. Nous avons également élaboré un document, un guide de mise en place et de gestion des cantines. Parce qu'il fallait outiller les comités de gestion, donc tous les acteurs qui travaillent autour de la cantine. Il fallait stabiliser un processus de mise en place et de gestion des cantines pour permettre à toutes les écoles d'en disposer et peut-être de le servir de bréviaire. Nous avons également élaboré un carnet de recettes, mais surtout basé sur les recettes locales.
Donc, c'est à la suite d'une série de formations, des comités de gestion, etc., qu'on a stabilisé un carnet de recettes qui est déjà disponible. On a mis également en place un système d'information. Donc, aujourd'hui, toutes les écoles envoient leurs données au niveau des IA et des IF, des instituts de l'éducation et de la formation, et ces données sont saisies via Internet, et il y a un serveur au niveau du ministère qui nous permet de disposer de toutes les données en temps réel. Et ça nous permet quand même d'élaborer nos rapports et suivre nos indicateurs. En termes de couverture, donc comme vous le voyez, à peu près nous étions à 53% en 2012 et on est moins de 30% en 2015. Ça s'explique, peut-être, je vais y revenir. En tout cas, c'est un programme dont les principaux bailleurs, c'est le Programme alimentaire mondial. Il y a également CONPAT International qui intervient, surtout dans la zone nord. Il y a également l'État. En fait, on peut dire aujourd'hui, au Sénégal, il existe 3 programmes. Le programme, donc du Programme alimentaire mondial, excusez-moi de la répétition. Il y a également le programme financé par l'État lui-même et le programme financé par CONPAT International. C'est l'ensemble de ces interventions que nous avons ici en termes de couverture. Donc, par rapport au financement, comme nous le voyons, les acteurs nationaux, quand on parle d'acteurs nationaux, c'est l'État, c'est les collectivités locales, c'est le secteur privé national, c'est les collectivités locales, le secteur privé et l'État en général. Et le niveau de financement de ces acteurs nationaux se situe à 25%. Et les partenaires, donc je viens de les citer, le PAM, CONPAT, en fait, supportent les 75%. Comme vous le constatez, c'est un programme que nous jugeons vulnérable, parce que dépendant donc, du financement de l'extérieur. Et en termes de faiblesse, les principales, donc c'est l'insuffisance des ressources endogènes dédiées. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons que l'État met peu de ressources dans les cantines. Mais également, l'État est conscient de l'importance des cantines. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, si nous interrogeons la stratégie nationale de la protection sociale, l'État a inscrit plus de 10 milliards par année jusqu'en 2021 en termes de filets. Au niveau également de l'éducation nationale, le budget est augmenté parce que 40% des budgets des écoles vont 40,60% du moins sera dédié aux cantines. Parce que l'État a décentralisé le financement, le fonctionnement des cantines. Parce qu'au départ, on affectait les ressources au niveau des inspections et ces inspections allouées aux écoles. Maintenant, c'est une allocation directe. L'État met directement les ressources au niveau des écoles. Et 40% de ces ressources sont affectées à la cantine. Ce qui nous prépare un peu aux achats locaux. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ces écoles disposent de leur argent et achètent au niveau du marché local. Donc, j'anticipe sur ça. Donc, il y a une faute nécessairement. Si l'État met moins de ressources, ça veut dire que c'est un programme qui dépend de l'appui extérieur, avec comme conséquence l'extraversion du panier alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les produits que nous consommons, que consomment nos enfants, sont des produits qui sont importés, c'est vrai. Et nous, dans notre politique, c'est de produire localement. C'est à cela peut-être qu'on invite les investisseurs, peut-être privés, nationaux et internationaux, pour qu'ils viennent produire chez nous, peut-être pour mettre à disposition ces produits au niveau de l'école. Au lieu de produire chez eux, nous leur demandons de venir produire chez nous en appliquant le principe du transfert de technologie. Défi clé, nous avons d'abord la promotion du droit à une alimentation et adaptée à l'école, parce que tant qu'on n'inscrit pas ce droit, on n'aura pas acquis véritablement les objectifs visés. Parce que d'un gouvernement à un autre, d'une option à une autre, ça peut toujours changer. Mais si le droit est inscrit, ça nous positionne dans la durabilité. Je crois que c'est l'exemple du Brésil qu'on donne très souvent.
où le droit à l'alimentation constitue véritablement une réalité. Deuxième défi, c'est la mobilisation des ressources internes, parce que nous considérons que c'est insuffisant. Et en quoi faisant, nous demandons l'augmentation de la part du gouvernement à travers l'allocation. Nous devons également amener les collectivités locales à allouer des ressources à l'alimentation, parce que l'éducation est une compétence transférée. Donc, il va falloir qu'ils mettent plus la main dans la poche pour financer. Nous avons l'exemple de la mairie de Dakar, avec son projet Lait à l'école. Donc ça, c'est un bel exemple. Nous avons également le fondé à l'école avec la mairie de Grand Yoff, qui donne du fondé aux enfants pour le petit déjeuner. Également, nous avons comme priorité, comme défi, le renforcement du partenariat public-privé, surtout dans les zones urbaines et périurbaines. Donc, je veux parler de ces expériences-là, parce que les formes de cantine qu'on peut avoir en milieu rural peuvent ne pas être les mêmes. Parce qu'en milieu urbain, il est très difficile de mobiliser la communauté autour de la préparation, etc. Donc, il faut imaginer une autre forme de cantine où il y a, par exemple, Diabord, je ne fais pas sa promotion, qui fait du fondé, etc. Et peut-être avec des mécanismes de subvention qu'on arrive à donner aux enfants, etc. Mais en milieu rural, quand même, on peut continuer à préparer avec l'appui du comité de gestion. Donc, c'est des réflexions qui sont en cours. Dans ce cadre de partenariat, donc l'école aujourd'hui constitue un marché. Un marché parce qu'à l'école, on consomme quoi? Des produits. Donc, quand il s'agit de faire de l'école un marché, donc il va falloir quand même inviter le secteur privé à mieux s'impliquer. Aussi la responsabilité sociétale des entreprises, toujours dans le cadre de la mobilisation de ces ressources, et également la mobilisation des ressources humaines, sensibiliser, responsabiliser, former les communautés. Et troisième défi, la promotion des achats locaux en recentrant la consommation sur les produits locaux à haute valeur nutritive. C'est ce que je disais tantôt. Donc ça, c'est un défi que nous voulons relever. Et pour ça, il y a un certain nombre d'expériences qui sont menées à Kédougou, le PAA. Il y a l'expérience des champs communautaires dans le Kaolack, où il y a la mairie donne une parcelle à l'école, à la communauté. Ces parcelles sont exploitées et les produits sont mis à disposition au niveau de la cantine. C'est un peu le format que vient d'expliquer un peu notre collègue. Il y a également le cash, parce que au début, le PAM était dans une option vivre. Les vivres sont achetés de l'extérieur, convoyés jusqu'au niveau école. Et vous voyez un peu la charge en termes de manutention achetée à l'extérieur, convoyée jusqu'au niveau école, c'était lourd. Et finalement, avec l'expérience des bons d'achat, etc., le PAM a pu quand même abandonner un peu cette pratique pour s'inscrire dans le cash, mettre directement des bons au niveau des écoles, et ces bons sont traduits en vivres localement. Donc c'est un peu cette expérience qui nous permet quand même d'aller vers notre objectif. La construction également de blocs magasins, cuisine, réfectoire. Il y a un projet à Louga où on a construit avec JICA des blocs, magasins, cuisine, etc. qui servent de projet modèle en cas de mise à l'échelle. Il y a également, comme je le disais tantôt, le PP, le partenariat privé, le lait à l'école, le fondé à l'école, donc dans les mairies de Grand Yoff. Donc, aujourd'hui, le programme alimentation scolaire au Sénégal, c'est un programme plus ou moins dépendant, parce que c'est financé le plus souvent par des ressources extérieures. Et nous, l'objectif que nous visons, c'est un programme national autonome durable, où les ressources, la plupart des ressources proviendront des acteurs nationaux. Maintenant, dans cette même dynamique, si on fait la promotion donc des ressources nationales, cela ne veut pas dire qu'on va peut-être abandonner les ressources internationales. On ne peut pas se développer en vase clos. Mais nous voulons tout simplement orienter les acteurs internationaux vers
les investissements, parce qu'aujourd'hui, la cantine ne peut pas fonctionner sans certains investissements, la construction de magasins, de réfectoires, etc. Donc tous ces investissements-là sont des investissements qui peuvent être pris en compte par les partenaires et que l'État prend totalement en charge la dimension fonctionnement, parce que c'est ça qui nous semble la chose la plus importante. Une école, pour ne pas fonctionner, s'il ne dispose pas de réfectoires bâtis, de magasins, etc., mais si la cantine dispose de vivres et tous les moyens pour fonctionner, donc elle pourra continuellement fonctionner en attendant que d'autres viennent pour ça. Je vous remercie de votre attention.